Bonsoir à tous, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui sur une marque italienne de qualité, la marque Rectaflex. Bien sûr ça a duré pendant quelques années, on va voir ça tout de suite. Désolé pour le bazar un petit peu derrière là, c'est-à-dire que j'ai pas encore aménagé d'espace de tournage, hein. Bon, donc là c'est à l'atelier directement où je répare un petit peu le matériel. C'est tellement un bazar qu'on peut distinguer, d'ailleurs ici, un petit CD de David Guetta. D'ailleurs David, si tu passes regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner bien sûr, même si vous ne vous appelez pas David également, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, ça fait toujours plaisir. Autre chose également, ce que j'avais dit dans la dernière vidéo sur les appareils argentiques révisés, j'ai dit que si vous achetez les appareils, bien sûr sur le site, je changeais de chaise. Bon, le grincement est toujours présent malheureusement. J'ai privilégié l'achat d'une nouvelle caméra, regardez un peu comment c'est fluide. Stabilisation maximale, le son normalement devrait être de meilleure qualité, donc j'ai privilégié ça. Alors par contre, si là vous achetez les appareils sur platifphoto.com bien sûr, je change de chaise, d'accord? Là pour le coup c'est vrai, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à acheter des objets de qualité. Bon, on commence avec pour cette histoire d'appareil Rectaflex, bien sûr en Italie, hein, incroyable. En 1939, il faut savoir que dans le monde, dans les appareils 24-36, il y avait deux appareils qui vraiment tenaient le haut du panier. L'Exacta, qui est un réflexe avec visée poitrine, viseur interchangeable. On aura quelques années plus tard le viseur prisme qui viendra se mettre dessus, c'est-à-dire qu'on pourrait viser à hauteur d'œil directement à travers l'objectif. Et on avait les Leica, donc Leica 3 et version antérieure, qui étaient donc des plus petits appareils télémétriques, mais étaient vraiment de haute qualité avec des objectifs vraiment très sympas. Mais on n'avait pas donc à cette époque, en 1939, d'appareil réflexe donc directement à travers l'objectif à hauteur d'œil. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas viser comme ça directement à travers l'objectif, il fallait soit viser par le haut, soit rien faire du coup. Ça c'est la réflexion que s'est faite Telemaco Corsi. Donc Telemaco, il est un petit peu collectionneur, voilà. Il aime bien tout ce qui est mécanique, on dit qu'il aura possédé plus de 100 véhicules divers, motos, avions, voitures, dans toute sa vie. Également grand fan de photos bien sûr. Il est avocat dans la société Sisa Viscosa, qui est une société qui fait un peu des trucs à droite à gauche. Donc, il est avocat dans cette société-là. Il dirige une société du groupe qui s'appelle la Sara, S.A.R.A, qui elle, ça fait un peu de la mécanique aussi, ça remet en état du matériel militaire, il fabrique des motos, bon, il travaille un peu dans ce domaine-là. Donc il travaille déjà un peu dans le domaine mécanique, et il a cette base de la société qui fait un peu des trucs comme ça. Il y a déjà pas mal de machines, tout ça, donc bien équipé. On arrive en 1945, et avec la fin de la guerre en Italie, grosse pénurie de plaques photographiques. Et on a un photographe du coin qui s'appelle Monsieur Asenza, qui fabrique une sorte de prototype un petit peu d'appareil qui vient se fixer à l'arrière des chambres folding ou des gros chambres un peu plus grosses, qui va permettre tout simplement de... En fait ça va être une sorte de dos roll film. Ça va permettre de pouvoir mettre du film 35 mm à la place, et du coup enlever tout ce problème de pénurie de plaques photographiques, et donc de shooter avec du film 35 sur les appareils qui sont prévus de base avec des plaques photographiques. Au Telemaco il voit ça, il se dit ça c'est la pénurie, c'est un peu la galère, et ça peut peut-être être un truc sympa, le proto est sympa, c'est une belle tuette et tout. Il en parle à un pote qui s'appelle Palamidesi, qui est lui aussi passionné de photo. Ils achètent le prototype, le droit de le fabriquer, et ensemble ils trouvent le nom Rectaflex. Il fait une petite étude de marché auprès des consommateurs, des copains photos qu'il connaît et tout. Il arrive à convaincre la société, la Sisa Viscosa, de faire fabriquer les appareils Rectaflex dans les usines de la Sara. Et donc la société Rectaflex est installée à Rome, c'est parti, ça roule. Le cahier des charges il est très simple. L'appareil doit être aussi polyvalent que l'Exacta, donc objectif interchangeable, viseur réflexe, aussi rapide que le Leica qui proposait déjà des vitesses assez élevées sur ces petits appareils, aussi fiable et robuste que les deux, et moins cher que le Leica. Bon, première chose à faire, il faut tout simplement tâter le terrain, voir comment le public réagit par rapport à ce nouveau prototype et tout. Donc lui ce qu'il fait c'est que il y met un système de visée, il n'y a pas encore de vitesse, il n'y a pas encore de tous les mécanismes internes, juste la visée, qui est déjà à l'époque relativement exceptionnelle, mais elle n'est pas redressée gauche-droite, c'est-à-dire que quand on va à droite, ça se décale à gauche. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais pour les gens qui ont déjà eu des appareils qui n'avaient pas des viseurs redressés entre les mains, vous voyez ce que je veux dire. C'est très horrible à utiliser. C'est un peu comme quand vous utilisez un TLR et que pareil la visée n'est pas redressée. Quand vous retournez à droite, ça va à gauche, c'est un peu désappointant au départ. Donc il présente le prototype, alors badgé Rectaflex, à la foire de Milan de 47.
À la fin de la foire, beaucoup de critiques par rapport justement à ce problème de visée qui n'était pas redressé. Il promet aux acheteurs qu'il va trouver une solution par rapport à ça, et c'est déjà 3000 précommandes à la fin de la foire qui sont enregistrées. Au tout départ, la production elle est locale, c'est-à-dire que l'acier vient de Milan, la soie des caoutchoucs pour les objectifs ça vient de Pirelli, qui est un marchand de pneus pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine. Mécanisme d'obturateur, un horloger suisse, et tout ce qui est objectif ça viendra des opticiens français, donc Angenieux, Biartio, etc. En 48, on a donc le premier exemplaire qui s'appelle le standard 947, qui est un appareil qui est enfin fonctionnel. Il manque juste un bouton de rembobinage, mais sinon tout est à l'intérieur, tout est bien, tout est très frais. La vitesse atteint déjà 1 millième de seconde, des poulies d'une qualité exceptionnelle, visée très lumineuse, donc vraiment un appareil très sympa. Il y a un exemplaire qui existe, c'est l'appareil qui est juste avant la production en masse, entre guillemets. Donc juste après, on a le 947 série 2, qui est une version à poil améliorée. Bon, je passe un petit peu là-dessus. Il y a quelques problèmes de fiabilité pour l'instant. Je vais pas détailler tous les modèles parce que ça va être un peu long, la vidéo va durer 50 minutes et c'est pas le but. Je vous mettrai un lien en description si vous voulez aller voir tous les modèles qu'il y a eu. Je vais pas faire une liste détaillée de chaque, sinon ça va être trop long. Néanmoins, le premier appareil qui a été commercialisé en masse, c'est le Rectaflex série 1000, avec donc 1000 exemplaires. Dès le départ, ça part très mal. Télémaco, il est un peu chiant quand il dirige. Déjà le problème dans la Sara, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour fabriquer l'appareil. Le personnel n'est pas vraiment spécialisé. On ne peut pas passer de fabriquer des motos à des appareils très précis, donc il y a quelques problèmes à ce niveau-là. Donc comme je disais, Télémaco, il est très chiant. C'est-à-dire, on a, imaginons peut-être 50 appareils qui sont déjà terminés. Lui, Télémaco, il a une idée folle qui sort. Et il demande à tout le monde de redémonter les appareils pour y ajouter les améliorations. Donc tout ça fait que la production est vraiment très mal partie. Donc du coup, il y a forcément quelques défauts mécaniques à ce niveau-là, notamment au niveau du défilement des rideaux. Et les vitesses élevées sont complètement aléatoires, donc c'est vraiment catastrophe la première série. Mais normalement la visée est exceptionnelle, très claire et très agréable. Je fais un petit aparté, en juin 1950, il y a la série 4000 qui sort. Elle sort en même temps, bon c'est un appareil qui reçoit quelques améliorations, il y a le coupe-film qui s'en va, mais les améliorations techniques sont présentes. À cette date, il y a beaucoup d'accessoires qui sortent, il y a tout ce qui est le côté agrandisseur, statif de reproduction, microphotographie, etc. Également beaucoup d'objectifs qui arrivent. Notamment un objectif qui est un type d'objectif qui est assez renommé, c'est les objectifs qu'on appelle rétrofocus. Les objectifs rétrofocus, ça a été inventé par Pierre Angenieux, bien sûr un horloger français qui exerce encore aujourd'hui, enfin c'est pas lui-même mais la marque est encore présente, et ils fournissent beaucoup d'objectifs de cinéma, c'est des objectifs vraiment très haute qualité. Le principe des objectifs rétrofocus, c'est-à-dire qu'avec l'apparition des appareils réflexes, la distance si vous voulez entre la pellicule et la dernière lentille de l'objectif a dû être agrandi à cause du miroir qui est entre les deux. Si on prend par exemple un Leica, vous avez le plan film, il n'y a pas de miroir entre la dernière lentille et le plan film, ce qui fait que vous pouvez rapprocher énormément la fin de l'objectif à la pellicule. Je prends par exemple l'exemple avec un Jupiter 12 qui a une lentille arrière énorme, elle est à seulement quelques millimètres des rideaux de l'appareil, ce qui permet du coup d'enlever les contraintes mécaniques, si j'ose dire, et de pouvoir faire des plus grands angles. L'idée de Pierre Angenieux, c'est de coller un groupe divergent et convergent afin de former l'image plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu que la fin de l'objectif soit là et l'image soit formée ici, eh ben, grâce à un groupe de lentilles divergent et convergent, l'image est formée plus loin, et ce qui fait qu'on a plus cette contrainte de rapprocher au maximum la fin de l'objectif du plan focal pour faire des grands angles. C'est le cas notamment avec du coup le 35 mm f2.5, donc qui sort en 1950 avec d'autres objectifs sur la Rectaflex. Petit aparté également, en 1952, bon là je fais un peu un petit état des lieux des appareils un peu étonnants qui sont sortis, sinon il y a quelques petites dizaines de séries de Rectaflex un peu classiques entre guillemets avec quelques améliorations, mais je fais un peu rase sur cela parce que voilà, il y a le lien dans la description si vous voulez. En 1952, il y a le Rectaflex Rotor qui sort, qui est assez impressionnant. C'est une base de Rectaflex 3000, mais équipée d'une tourelle et une grosse platine à la place de l'objectif. Vous pouvez mettre 3 objectifs dessus, donc du 28 au 300 mm. Avec ça, vous pouvez y ajouter une crosse d'une vingtaine de centimètres pour améliorer la stabilité, donc vraiment c'est un bazar énorme, mais bon, c'est très rare maintenant et c'est très convoité par les collectionneurs. Bon, on est en 1953, la Rectaflex Company, enfin je dis comme ça mais en fait ils sont italiens donc rien à voir, ça va pas fort financièrement. Il y a beaucoup de contrats qui sont pas honorés à cause du manque de production des appareils. Des gros contrats américains notamment à cause de la guerre en Corée
pareil, des gros soucis, donc il y a beaucoup de choses qui se font pas. La fiabilité encore un peu, bon, sur certains points. Télémaco qui fait un peu ce qu'il veut de son côté, donc il fait un peu n'importe quoi également. Mais cependant, il y a la dernière série qui sort, la série 25000, avec le fameux obturateur poussé à 1/300e. A savoir que la série 25000 c'est la dernière, donc c'est le dernier modèle Rectaflex qui sort, qui est 100% italien, vous allez voir pourquoi après je dis ça. C'est le meilleur. Fiabilité maximale, obturateur avec des parties qui sont plaquées en or, visée de qualité, donc vitesse maximale à 1/300e. Il faut savoir que c'est le premier appareil, donc c'est l'apogée de Rectaflex. Premier appareil quand il sort à atteindre une vitesse maximale aussi élevée. La visée directement à hauteur d'œil redressée, c'est-à-dire quand on tourne à droite ça va à droite, etc. Et équipé d'un stigmomètre. Il y a environ 7500 exemplaires qui sont sortis. Donc ça c'est vraiment l'apogée. J'en avais acheté un il y a quelques temps déjà, que j'avais acheté en sortie de Grange. Très très sympa. À cette époque, en fait, il faut savoir qu'au niveau optique, c'est un appareil qui reçoit uniquement les objectifs de très haute qualité, donc j'ai Angenieux, Berthiaud, on a Schneider, on a Killfit, Filmo Technica, donc vraiment que des opticiens de qualité. Vous n'allez quand même pas mettre un pauvre anastigmate sur un Rectaflex, vous imaginez un petit peu l'indignité à ce niveau-là, donc vraiment, on avait que des opticiens de renom et des objectifs vraiment de très très haute qualité. En 53, bon, Rectaflex ils sentent un peu que c'est un peu le caca pour eux déjà, mais ils craquent leur slip et ils sortent 12 exemplaires de Rectaflex Gold sur base de Rectaflex 25000, plaqués or, gainés lézard, et ces appareils vont être distribués aux personnalités mondiales de l'époque. Donc il y a un pape dont j'ai oublié le nom, il y a Churchill, Eisenhower, etc. Donc vraiment ils ont craqué sur ça, ils en ont filé 12. Très bel appareil. Donc je disais en 53, ils sentaient que c'était déjà un peu le roussi. Dans les années qui suivent, c'est un peu la dégringolade. Il y a la Sisa Viscosa qui retire l'argent qu'il donnait donc à Rectaflex. Donc gros manque de budget. Les appareils, les prix des appareils se cassent un peu la tête. Un Rectaflex avec un Angenieux classique, ils ont des 165 000 lire. En vaut maintenant plus que 20 000, donc c'est vraiment, on perd tout ce qu'on a. Donc après cet épisode un petit peu compliqué, c'est la fin de la Rectaflex comme on le connaît aujourd'hui, donc après c'est terminé. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, mais on a un petit groupe d'investisseurs qui voient un petit peu la marque, les appareils sont vraiment sympas, donc ils se disent bon, il y a moyen de relancer ça. Ils rachètent la société et ils forment la Rectaflex International. Télémaco est complètement viré de ce projet-là. Donc ce groupe d'investisseurs, ils ont tous des parts égales dans le projet. Parmi les investisseurs, nous avons le prince Joseph II de Liechtenstein, bien sûr, attention s'il vous plaît. Le prince lui, est déjà propriétaire d'une usine où il fabrique un petit peu des caméras Carena pour la marque Gevert. Et donc c'est décidé que c'est là-bas que seront fabriqués les Rectaflex. L'appareil est redessiné, les dessins sont confiés à un certain Ferrari, dis donc, on le retrouve partout lui. Bon, Ferrari du coup il redessine l'appareil avec un toit pointu, pourquoi pas. Les blasons des armes du Liechtenstein sont ajoutés un petit peu en dessous. Différentes versions auront eu le jour, notamment avec des cellules externes et ou intégrées. Cependant, il y a eu des gros problèmes de fuite de lumière un peu partout. L'usine qui fabriquait les pièces avait déjà fait trop de stock en avance. Et donc le prince, il voulait pas rogner sur ses bénéfices et redemander de tout refaire. Donc au final, il a dit c'est terminé. Donc les Italiens donc le reste des investisseurs italiens, ils refusent pareil de rogner sur leur budget. Ils trouvent pas de terrain d'entente et du coup c'est vraiment pour le coup la fin de Rectaflex. Télémaco lui de son côté il continue un petit peu à bosser sur des projets un petit peu foudingues. Je vous mets quelques photos ici de ce qu'il a pu faire. Il n'y a rien qui sera vraiment concrétisé par manque d'investisseurs et de budget. Petite conclusion du coup sur la marque Rectaflex, ça a été un chemin semé d'embûches finalement. Des appareils de très haute qualité ont été produits tout de même, vraiment des trucs qui sont maintenant recherchés par les collectionneurs. En croiséant aujourd'hui, c'est quand même assez rare, hein, d'accord. Bon. Néanmoins, si vous passez par Turin un jour, n'hésitez pas à aller voir le Musée National du Cinéma, qui possède une très belle collection de 11 Rectaflex, avec un Gold, il me semble qu'il y a 2 rotors, le prototype d'Asenza, donc faut pas hésiter. En espérant que cette vidéo vous ait plu, qu'elle soit pas trop mamam. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. Et en attendant, n'hésitez pas, bien sûr, le Discord Platifoto, Instagram Platifoto, site internet platifoto.com pour acheter du matériel photo. Et puis voilà, puis à bientôt. Au revoir.